Bonjour, aujourd'hui je voulais parler un peu de mon expérience avec le français et d'abord ça va être un peu un challenge pour moi parce que moi j'ai pas trop l'habitude de parler à une caméra et du coup on va voir comment ça va, j'espère que ça ira mais bon rien faire, on peut rien faire si on ne se lance pas. Du coup ça fait 4 ans et demi que j'apprends le français. Et je vais raconter un peu mon expérience depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire mieux peut-être, mais peut-être un peu de mon expérience avec les autres langues. Je vais essayer que ça ne soit pas trop long, parce que je veux pas une vidéo de 30 minutes, mais on va voir, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et du coup, comment j'ai commencé avec le français? Le français, je l'ai commencé au début de ma deuxième année de licence. C'était en 2020. C'était septembre ou octobre 2020. Et du coup, c'était juste après le premier confinement du Covid. Et moi, quand j'ai commencé avec le français, je parlais déjà, j'avais déjà un assez bon niveau en espagnol. J'avais un niveau entre B2 et C1 peut-être. Et du coup, ça m'a sûrement aidé avec le français. Mais de ça, on va parler après. Et, mais j'avais aussi quelques connaissances basiques de la langue française avant de commencer. Parce que nous, en Angleterre, on prend des cours de français de LV1. Et, mais moi, j'avais arrêté dès que j'ai pu. J'ai arrêté dès que j'ai pu. C'était à 14 ans, avant que je ne fasse aucun examen réel. Du coup, j'avais des notions du français. Je connaissais quelques mots, mais c'était que ça. Mais comme je parlais déjà l'espagnol, ça m'a permis de vraiment commencer avec des choses un peu plus compliquées, des choses de niveau un peu intermédiaire, on peut dire. Et au début, j'ai utilisé surtout les vidéos d'une chaîne YouTube qui est très bonne d'ailleurs. C'est Français Authentique. Et Français Authentique, je l'aimais parce que lui, il mettait des sous-titres dans toutes ses vidéos. Et moi, j'avais un peu besoin de lire le français pour comprendre parce que l'espagnol, c'est quand même assez différent. Le vocabulaire, c'est similaire parfois, mais la prononciation, c'est pas du tout la même chose. Du coup, moi, au début, j'avais vraiment la nécessité, j'avais vraiment besoin de lire aussi les sous-titres, lire les mots. Mais en lisant et en écoutant à la fois, j'espérais, et c'est vraiment ça ce qui s'est passé, j'espérais que je pouvais commencer à, à connecter un peu les mots avec les sons et savoir un peu comment ça se prononçait et tout ça. Et du coup, je regardais ces vidéos et je lisais en même temps. Et c'était niveau intermédiaire, comme j'ai déjà dit, mais je comprenais très bien. Et les mots que je connaissais pas, je les cherchais pas nécessairement tout de suite, mais après les avoir vus quelques fois, et si je les comprenais pas encore, je les cherchais pour savoir vraiment que... Parce que moi, je savais que c'était des mots importants, parce que je les avais déjà vus quelques fois, tu vois. Mais vous voyez, je dois faire le vouvoiement, je pense. Mais la... comme je les avais déjà vus quelques fois, je savais que c'était des mots importants, et je voulais vraiment les apprendre, du coup, je les cherchais. Euh, Du coup, pendant 6 mois, j'ai fait surtout ça, mais aussi un peu de lecture. J'ai fait de lecture avec un bouquin de Holly Richards, qui est un YouTuber qui parle plusieurs langues, qui a écrit des livres pour des apprenants de plusieurs langues aussi. C'était juste des histoires courtes, c'était un niveau très basique, c'était pas du tout compliqué, mais ça m'a permis de commencer à lire aussi et de pratiquer un peu ça. Et
aussi avec euh, en plus d'écouter, moi je savais que pour moi la prononciation et les sons, l'accent, c'était quelque chose de très important pour moi. Parce que j'avais déjà mis beaucoup de temps euh, à ça en espagnol. Et en français, je voulais faire un peu la même chose. Je voulais avoir une bonne prononciation, un bon accent. Et, et du coup, je savais que c'était important de commencer avec de la pratique de la prononciation et de savoir un peu dès le début quels sons il y avait et quels sons posaient des problèmes, ou me posaient le plus de problèmes. Et d'accord. Du coup, ce que j'ai fait dès le début, en plus d'écouter, c'était d'étudier un peu la phonétique et le système de prononciation en français. C'était au début, ce que j'ai fait, c'était les listes de sons. Et avec chaque son, j'avais des mots qui contenaient ce son-là. Et j'avais aussi des audios des gens, des personnes natives en train de les prononcer. Et moi, j'écoutais chaque son, chaque suite de mots reliés à un son. Et j'essayais de les imiter. Et j'essayais vraiment d'écouter la différence entre tous les sons, tous les phonèmes. Et avec les sons avec lesquels j'avais le plus de problèmes, c'était surtout des voyelles en français. Et parfois, c'était les consonnes aussi, le R par exemple. Mais bon, c'était surtout des voyelles, les voyelles nasales, les voyelles orales aussi. Parce qu'il y en a plein en français. Et, et moi, j'écrivais des notes et je savais quels sons étaient les plus compliqués, pardon. Et pour ensuite pouvoir faire plus d'attention avec ces sons-là et peut-être demander à des profs de me donner du feedback et de m'aider avec ces sons à les prononcer. Et en plus de ça, j'ai passé beaucoup de temps à imiter les gens, à faire un peu de shadowing, comme on dit. Si vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est un terme qui désigne le fait d'imiter, mais en temps réel, quand tu regardes une vidéo et en même temps tu écoutes et tu essayes de dire la même chose juste après la personne dans la vidéo. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois, surtout si la personne parle vite. Mais moi, je le faisais avec des vidéos très simples et ça m'aidait un peu euh, à pratiquer un peu le rythme du français aussi, savoir quels sons je faisais un peu différemment des natifs. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Et j'ai écouté, j'ai lu un peu, j'ai fait cette pratique de prononciation. Et après les 6 mois, j'ai pris un cours de français de 30 minutes sur italki. Et je l'ai fait, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'habitude de parler français. Et, mais je voulais savoir si quand même, parce que j'avais déjà un assez bon niveau de compréhension de la langue, et je voulais savoir si ça se changeait un peu en habileté pratique. Je sais pas si ça a du sens, mais bon. Euh, et du coup, avec cette leçon-là, j'ai commencé à parler et on a parlé pendant 30 minutes. C'était de la conversation très, très, très lente et je faisais beaucoup de pauses. J'avais des problèmes à trouver les mots, mais je m'en suis sorti assez bien, je dirais. Et j'ai pu tenir la conversation pendant 30 minutes sans utiliser l'anglais. Et c'est ce que je voulais surtout éviter. C'était de passer à l'anglais, de devoir m'expliquer en anglais. Du coup, même si je ne comprenais pas tout et j'avais des problèmes à trouver tous les mots, je dirais que
c'est une réussite, c'était une assez grande réussite pour moi de parler pendant 30 minutes après 6 mois d'apprentissage. Parce que moi, je dirais qu'à à un moment-là, j'avais déjà un niveau de compréhension au-dessus de niveau B1, mais je n'avais pas le niveau je parlais pas assez bien pour dire que j'avais ce niveau-là encore. Mais, euh, mais du coup, pendant 6 mois encore, j'ai pris quelques cours, mais pas plus d'un cours par mois. Euh, et j'ai aussi fait beaucoup d'écoute et j'ai fait beaucoup de pratiques de prononciation aussi. Et au bout d'un an d'apprentissage, je savais ce que je voulais faire, je savais quel était mon but pour le français. Et c'était d'aller en France l'année suivante et faire mon Erasmus et prendre tous mes cours en français. Pour moi, je pense que c'était un but assez... euh, moi, c'était un peu ambitieux, on peut dire. Mais je voulais essayer quand même. Et du coup, à ce moment-là, c'était un an d'apprentissage, mais je devais déjà appliquer pour prendre ma place à l'université, pour prendre ma place dans le programme Erasmus, pour voir si je pouvais y aller. Et, et je l'ai fait. Et après encore 8 mois d'apprentissage, un peu en faisant la même chose, là, évidemment, je simplifie un peu, mais j'ai pas fait grand-chose de différent. J'ai continué à augmenter un peu le niveau des choses que j'écoutais, je lisais, mais j'ai pas vraiment changé de technique. Et après, du coup, ce serait après 18 mois d'apprentissage. Ouais, non, plus de 18 mois. J'ai, on m'a dit que je devais passer un examen pour savoir si je pouvais prendre les cours en français quand je serais en France pour l'Erasmus. Et je devais faire signer un certificat de, d'un prof. Et moi, le problème, c'était que j'avais pas de prof. Voilà. Et, et du coup, j'ai parlé au département de langue de mon université. Et ils m'ont dit que je pouvais pas passer un examen avec eux parce que j'avais pas pris de cours avec eux. Mais j'ai un peu insisté. Ils m'ont dit bah si tu peux nous montrer un peu le que tu as le niveau parce que tu fais signer quelque chose par ton professeur et après on va te t'examiner, on va te signer le certificat. Voilà. Et du coup, j'ai pris 3 cours avec un prof et au bout de ces 3 cours, cours de Daitalki, il m'a signé un certificat en disant que je pouvais passer l'examen, que j'avais un niveau B2. Voilà. Je ne savais pas si j'avais un niveau B2, mais c'était peut-être. Et ça me permettait en tout cas de passer l'examen. Et du coup, la semaine suivante, j'ai fait l'examen. C'était un examen très, très informel et c'était dans un couloir du département de langue et c'était dans un bureau. C'était dans un couloir d'un bureau dans le département et il y avait plein de gens qui passaient tout de suite pendant l'examen. Je trouve que c'était très informel, mais bon. C'était avec une prof française qui ben, m'a... Et ça a duré 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, on a fait la moitié en parlant et la moitié, moi j'écrivais un texte. Et au bout de ces 20 minutes, elle m'a dit bah, t'as le niveau B2, je peux signer ton contrat, ton certificat. Et, et bah, même si c'était informel, c'était une réussite pour moi. Je savais, bah, si elle me dit que j'ai un niveau B2, c'est que j'ai à peu près un niveau B2. Même si c'était pas un vrai examen, je dirais, elle savait ce qu'elle faisait. Elle était une vraie prof, quoi. Et, et du coup, après ça, j'ai pu aller en France.
j'ai pu prendre mon visa, j'ai pu prendre mes cours en français. Et mais un peu avant d'aller en France, j'ai fait un voyage en Espagne. Je suis allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galicie, en Galice, je sais plus comment dire en français. Mais bon, je suis allé là-bas et pour pratiquer mon espagnol, mais aussi pour faire un voyage comme ça. Et là-bas, j'ai rencontré une fille dans un auberge de jeunesse. Et la fille, elle était québécoise. Du coup, on a parlé en français et c'était très bien pour moi parce que c'était la première fois que je parlais avec quelqu'un de mon âge en français et dans la vie réelle, en face à face, je veux dire. Donc c'était une très bonne opportunité de pratiquer mon français avant que j'aille en France. Et c'est pour ça que je le raconte d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est assez marquant. Marquant. Et après, en septembre, je suis allé en France et je suis resté euh, 10 mois en France. Et en France, c'était vraiment immersion totale pour moi. C'était tous les jours, je me levais, je parlais français, pardon, euh, avec mes colocs, et j'allais faire mes cours. Et dans les cours, j'écoutais tout le temps en français, je les prenais en français, comme j'ai dit avant, et je parlais avec les autres personnes dans le cours, les autres étudiants, tout le temps en français, même dans les pauses, parce qu'eux, ils parlaient pas vraiment anglais. Et les soirs, je sortais parfois, je sortais avec des Français et aussi avec des internationaux, mais il y en avait plein aussi qui parlaient français et tout c'était très bien. Et aussi, je me suis inscrit dans un club d'athlétisme parce que c'est le sport que je fais moi, c'est le sport que je fais tous les jours. Et dans le club, il n'y avait pas de personnes qui parlaient anglais non plus. Du coup, je devais parler tout le temps en français. Bon, tout ça pour dire que c'était vraiment l'immersion et j'ai vraiment parlé pendant 10 mois, presque exclusivement du français. De l'espagnol aussi, beaucoup, mais pas trop d'anglais et surtout du français. Et la seule chose dommage, c'est qu'après que je suis rentré en Angleterre, j'ai un peu laissé le français de côté. Parce que moi, j'avais plus trop l'habitude de l'étudier. Parce que, comme j'étais en France, je cherchais plus les opportunités. C'était les opportunités qui me venaient à moi sans que j'y fasse un effort, quoi. Mais mais du coup, je l'ai laissé de côté et j'ai fait d'autres choses. J'ai fait mon diplôme d'espagnol dont je parlerai dans une autre vidéo. Et j'ai pas vraiment eu j'ai pas vraiment, j'avais pas vraiment des amis français en Angleterre. Du coup, je n'avais pas trop l'opportunité de pratiquer. Je parlais parfois en français, mais presque pas du tout. Et maintenant, ça fait 2 ou 3 mois que j'ai repris le français. Du coup, c'était un an ouais, c'était un peu plus d'un an après être rentré en Angleterre que j'ai recommencé avec le français, que je l'ai repris pour de vrai. Et maintenant, c'est 2 ou 3 mois après ça. Du coup, moi, moi, je tiens maintenant à vraiment récupérer le niveau que j'avais avant juste après juste avant de partir de la France. Je veux récupérer ce niveau-là et je veux aussi améliorer encore plus. Parce que je sais, je parle très bien, mais il y a encore des choses, des petits détails que je peux améliorer. Et voilà, c'est mon expérience d'apprentissage de français et ça va surtout continuer dans l'avenir. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, si vous avez remarqué des erreurs que j'ai faites dans cette vidéo,
merci de les laisser en commentaire pour moi, que je puisse apprendre plus de choses et continuer à améliorer, à savoir, à améliorer, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.